Bonjour, c'est une web formation qui vous est offerte par Proville Médical qui s'intitule Du tensiomètre au garrot chirurgical, une différence de taille et de mesure. On discutera dans cette présentation de l'intérêt de maîtriser la dose dans les guidelines. Donc 90% de ce qu'on raconte ici a été publié, expliqué déjà, dessiné, schématisé, absolument tout chez le professeur Esteb. Donc merci professeur Esteb pour la précision de tout ça. J'ai fait rencontrer professeur Esteb avec le professeur Gavrieli qui a inventé le garrot Maclear. Il a posé les bonnes questions, on a apporté les bonnes réponses. Et là, on va exposer tout ça aujourd'hui. Il ne restait plus qu'à calculer la force. Les forces sont schématisées ici, on voit qu'elles se convertissent en d'autres choses. C'est les professeurs Pierre Bourquelot, professeur en chirurgie vasculaire, qui a aussi pas mal écrit sur le sujet, et Bernard Lévy, spécialiste sur le sang et les vaisseaux sanguins, de l'Institut du sang et des vaisseaux sanguins à l'hôpital Lariboisière. Donc merci à ces trois professeurs et au professeur Gabrielli, grâce à qui on a pu mettre un point final sur ce sujet de la compression. C'est pas plus mal qu'on ait pu mettre ce point final en France, parce que bah voilà, tourniquet, c'est un terme français qui vient de France, et puis ça a été repris en toutes les langues, alors que ça n'a plus rien à voir, un pneumatique tourniquet. Ce serait très drôle de voir un pneumatique qui tourne. En tout cas, on va essayer aujourd'hui de faire le pont entre le sens, les valeurs et les définitions. Et la définition, le sens que l'on va mettre à jour aujourd'hui, c'est celui d'un garrot chirurgical conforme, puisqu'à ce jour, en tout cas, c'est celui d'un dispositif compressif de classe 1 qui applique une pression de gonflage de 250 à 350, et a priori, ce ne serait pas le manchon étroit que vous avez à gauche. On ne remontera pas jusqu'en Grèce, on va partir de 1904, date à laquelle Harvey Cushing, un neurochirurgien, détourne un tensiomètre en garrot chirurgical, c'est le père du garrot pneumatique. Dans les années 70, c'est James McEwen, ingénieur biomédical canadien, qui a modernisé le concept avec un système électronique pour gérer la pression automatiquement. Ça évite de mobiliser une e-bod parce que la tension artérielle peut évoluer pendant l'opération, notamment quand on utilise un garrot pneumatique qui a un impact qu'on va expliquer. En tout cas, cette innovation qui avait pour but au départ de réduire la pression utile, pour ça il faut avoir toutes les tailles de manchons disponibles au bloc opératoire, donc elle a finalement été bien mieux accueillie pour son système de maintenir automatiquement la pression choisie. Ce qu'on peut dire, deux choses, c'est qu'il n'y a toujours pas ajouté de moyens de contrôle objectifs de la compression. Bon, il a bien miniaturisé le capteur de tension distal, mais c'est tout. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que même dans les blocs très religieux comme en Suède, en ayant toutes les tailles de manchons disponibles, avec des pressions d'occlusion très très basses, peu, voire pas d'impact sur les complications. On aura compris que protéger la peau est une bonne idée. Alors, pour mesurer une tension artérielle, c'est la méthode Rivarocci avec la pression de gonflage. Il faut que le manchon soit 1,2 fois plus grand que le diamètre du membre, à minima, pour que la pression à l'intérieur soit la même que dans le manchon, pardon. Et si la pression était appliquée avec un manchon plus étroit, comme le cas du Maclear, on va prendre la flèche verte ici, eh bien la pression à l'intérieur, pression mesurée, sera 30% de la pression appliquée. Donc on ne pourrait pas faire de mesure. Technologie dépassée pour faire une mesure. En tout cas, c'est la technique employée avec un gaz, une pression de gonflage à l'extérieur, pour mesurer une pression au moment de l'occlusion. En plus, on n'avait pas besoin d'une occlusion longue, donc peu de déformation. Et puis, le régime de pression était relativement faible, de l'ordre de la pression artérielle. À droite, on comprend bien qu'on aura une diffusion de la pression qui sera tellement dégradée qu'on ne peut pas faire de mesure. C'est ici, en voulant en essayant en tout cas d'appliquer une mesure, une valeur, parce qu'on avait accès dans ce design-là qu'à la seule valeur de la pression, en essayant d'appliquer la valeur de pression la moins impactante possible pour le patient, on cherchait la valeur la plus petite, et pour cela, il fallait avoir le manchon le plus large, donc directement, conformément à la guideline de la mesure de la tension artérielle. Entre parenthèses, la tension artérielle est une force. Si on a pu la confondre avec la pression, c'est parce qu'on est sur une dimension unitaire de l'artère, c'est 1 cm, et qu'on mesure un débit. On va voir l'importance de ce détail juste après. En résumé, les Tedlar reposent sur
le design d'une mesure, sur une pression, une mesure en millimètres de mercure, ça donne l'air comme ça d'être très 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 précis, les millimètres de mercure. Alors qu'en réalité, on verra sur la valeur objective de la compression, aucune précision. Et augmenter la largeur, ça augmente les problèmes d'adhérence et de distribution pas uniforme sur la peau, donc de déformation, pour obtenir une pression cette fois uniforme à l'intérieur des tissus. Bon, on n'arrive pas bien à réduire la pression pour tout le monde, d'autant qu'on n'a pas toutes les tailles de manchons disponibles au bloc opératoire, sauf en Suède par exemple, mais on a vu que ça avait peu d'intérêt. Parce que si on reprend l'image tout à l'heure, la distribution de la pression en fonction de la largeur, déjà ce qu'on va prendre en compte, c'est qu'on a quasiment 2 fois plus de pression. Pourquoi? C'est à cause de la durée. Sous le manchon, le membre se déforme au fur et à mesure, donc on aura besoin de plus de gaz dans le manchon, donc plus de pression pour continuer d'occlure. Simplement, est-ce que c'était vraiment intéressant de faire concerner autant de tissus quand on sait qu'en dégradant la pression, on peut viser et faire une occlusion chirurgicale, dans tous les sens du terme, sur une longueur très très courte des vaisseaux, 3,5 sur le membre sup, et de 5 à 10 mm sur le membre inf. La lésion nerveuse est une des complications les plus redoutées, et pour ses effets à long terme. Mais il y a aussi l'altération de la fonction neuromusculaire qui joue un rôle majeur dans notre sujet, on en parlera tout à l'heure. Ochoa nous montre ici que la lésion n'est pas causée par la compression directe sur le nerf comme par lacération au milieu du garrot, mais par étapes, par son allongement puis télescopage, invagination du nerf sur lui-même au nœud de Ranvier, comme il explique lui-même aux deux bords du manchon et non pas au milieu. Elle se produit donc par effet de bord lorsqu'il y a une frontière absolue, sans dégradation de la pression, dans les tissus entre les régions soumises ou non à une telle pression. On a des zones de contrainte de cisaillement qui vont affaiblir le nerf, et l'étirement du nerf va produire cette invagination qui va finir le travail. Donc c'est une lésion en 2 temps. C'est bien le design du manchon large à bord et sa distribution uniforme de la pression qui sont directement responsables de ce phénomène. Dans toutes ces démonstrations, on se basera sur un principe bien sage, qui n'est pas présent uniquement en médecine, mais particulièrement en médecine, qui est 2 limites, qui accompagnent toujours le bon usage, ou le bon dosage ici, en tout cas, d'un principe actif sur le vivant. C'est la concentration, une quantité par rapport à un volume, c'est une moyenne, et la dose, c'est une quantité, une valeur absolue, qui est toujours associée à une durée d'exposition ou à une durée de traitement. Ici, ce sera plutôt une durée d'exposition. Et le principe en question, c'est la compression. Pas la pression, comme on le vérifiera juste après. Il y a une différence entre la pression selon qu'on parle de science ou selon qu'on parle tout court. Là, on parle de science et on parle tout court. Dans les 2 cas, c'est une compression. Et la compression, en science, elle varie suivant la force et suivant l'étendue des surfaces affaissées. Alors vous me direz, ça revient au rapport force-surface, c'est la pression. Oui, mais le rapport nous fait oublier les organes sur lesquels elle agit et l'importance de la surface. Donc, en prenant en compte la force totale, on a une valeur absolue, on a le dosage, enfin la dose, pardon, et avec la pression, la concentration, on a un dosage. Alors on va faire un petit peu de sémantique, un petit peu de science du langage, et vous allez voir qu'il y avait vraiment de quoi tomber dans le panneau, mais alors pas au carré, au cube. Vous voyez ici la définition de la pression dans le petit Robert, enfin maintenant il est plus petit, il est Robert. Et la pression dans sa définition, numéro 1, eh bien c'est P égale F sur S. Donc ça, sur ça, il n'y a pas de doute. Pour ceux qui manipulent la pression en physique ou dans d'autres domaines, P égale F sur S, c'est une mesure de la force par unité de surface. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, en 2, on nous décrit ça comme une action de presser, bon, ce qui est juste, façon de parler, mais on nous dit que c'est une force de ce qui presse. Et là, on a un vrai problème, parce que dans 2, on nous dit que P égale force. Donc ça voudrait dire que F égale F sur S, on a bien compris qu'on n'est pas du tout raccord avec ce qu'on utilise en science. Et pourtant, en littérature, ça a l'air de vouloir dire les deux, et ça se contredit, puisque l'une est la moyenne de l'autre. Dans la version numéro 1, le relatif surface disparaît dans la définition numéro 2, vous avez compris, dans la tête, la pression et la force, dans la tête de
la plupart de ceux qui n'ont pas fait la différence, eh bien c'est la même chose. Si on compare maintenant avec une autre expression qu'on utilise aussi souvent, la vitesse, eh bien on va se rendre compte que tous les sens du terme décrivent la même valeur mathématiquement relative au temps ici. La relation au temps n'est jamais absente et on confondra jamais, d'ailleurs c'est bien pratique pour l'achat d'un véhicule d'occasion, les kilomètres avec les kilomètres-heure. Et si la question se pose, c'est parce que si vous faisiez l'expérience vous-même tout de suite, là maintenant, vous verriez qu'il suffit de comprimer sur une section courte de quelques millimètres pour occlure, bloquer le flux sanguin dans une artère. Pourquoi? Parce que l'artère elle-même fait 10 millimètres environ. On va revisiter les guidelines parce que les complications statistiques attribuées à l'indication sont plutôt celles d'un tensiomètre qu'on a longtemps pris pour un garrot. Après les mots, pour revenir aux chiffres, on reprend rapidement les concepts de base de la mécanique. On comprend que avec une force égale, donc un même objet, que l'on va disposer sur deux surfaces différentes pour avoir deux surfaces de contact de taille différente. Et bien sur la surface la plus étroite, la pression de contact sera supérieure à la pression de contact de la surface la plus large. On prend le même objet dans la même disposition debout et on en met un seul. D'un côté, on mesure la pression. On prend ce même objet, on le multiplie à l'infini, ce qui nous oblige aussi à agrandir la surface à l'infini pour accueillir cette infinité d'objets. On aura donc augmenté la force, multiplié la force de cet objet par l'infini, aussi bien que la surface. Et bien, sur les deux surfaces, on aura la même pression. Ça nous aura demandé d'augmenter la surface de compression et d'augmenter la force. Mais la pression, elle, sera égale sur les deux plaques. Allez, on va faire un petit peu de science-fiction après avoir fait de la science physique et on va continuer et un peu de science littéraire aussi. Alors, la fiction, c'est James McEwen qui a décidé de mettre le contrôle de la force sur son garrot pneumatique et donc on serait capable d'appliquer la même force là sur ces deux cylindres, on serait capable de le décider. Et là, il y en a un qui est 10 fois plus large que l'autre, donc la surface sera 10 fois plus grande que l'autre. Ben, naturellement, la pression sera 10 fois plus importante sur le manchon 10 fois plus petit. Là, on est dans le réel et on va partir de ce qu'on a. On a la pression. Donc, on va considérer qu'on a la pression des deux côtés qui sera identique, sauf à considérer qu'elle ne sera pas uniforme sur la peau dans le manchon le plus large. Mais ça, mis à part, la surface sera donc 10 fois plus importante du côté du manchon 10 fois plus large. Et logiquement, on aura donc une force qui sera 10 fois plus importante. Et à prendre en considération, se rappeler que la pression au centre du membre sera intègre et sur les vaisseaux, tandis que du côté du manchon le plus étroit, on aura 30% au centre du membre et 60% sur l'artère. Il y a deux questions dans cette diapositive. D'abord, est-ce que le bon usage pour occlure ou pour mesure, est-ce que c'est pareil? Bon, on comprend bien que non. À partir du moment où on comprend que la pression à l'intérieur des tissus, elle est préservée, la pression d'un garrot pneumatique, c'est le double dessus et dedans. Et pour une durée d'exposition qui est absolument pas comparable. Alors, est-ce que la classe d'un dispositif devrait être fonction du dispositif ou est-ce qu'on doit considérer la manière dont on l'utilise? C'est aussi une question intéressante. En tout cas, pour notre question, qu'est-ce qu'un garrot chirurgical conforme aujourd'hui, en étant à jour de tout ce qu'on doit connaître, sur tout ce qu'on peut connaître à jour de notre science? Eh bien, c'est un garrot qui limite autant la pression que sa force. Donc, il limite aussi, du coup, le volume du tissu concerné et, du coup, ça permet d'avoir une pression dans les tissus qui sera dégradée. Vous voyez, on fait exactement l'inverse, on raisonne exactement à l'inverse de ce qu'on a raisonné jusqu'à présent pour une force qui va être de 6 à 20 kg contre 60 à 130 kg pour un garrot pneumatique. On sait tous ce que c'est d'avoir quelqu'un sur la cuisse, il manque une place dans la voiture, une place au restaurant, ou son conjoint ou sa conjointe, au cinéma, que sais-je. En tout cas, sur le bras, c'est plus discutable. Et puis, c'est notable que sur une cuisse, on est capable d'appliquer des forces de 250 à 600 kg. Et ce qui est encore plus étonnant, quand on ne prend pas en compte l'impact de la surface, eh bien, c'est les différences qu'il peut y avoir entre les patients du même ordre, avec la même pression, voire avec moins de pression. Et pourquoi? C'est super simple en fait. Les réglages de pression qui fonctionnent, c'est des valeurs à 3 chiffres, entre 276 et 483, et 200 d'écart. Les surfaces qui nous concernent, c'est des valeurs à 4 chiffres bien souvent,
Il y a un rapport de 1 à 4 entre elles. C'est pour ça que c'est la surface qui aura un impact plus important sur la force totale que le réglage de la pression de gonflage. Dans cet exemple, on va vérifier à quel point la force totale sera plus influencée, comme on vient de le dire, par la surface. Et on a fait exprès d'augmenter la surface et de baisser la pression de gonflage pour s'en rendre compte, afin de comprendre à quel point on a l'illusion du contrôle de la compression lorsqu'on a le contrôle uniquement sur la pression de gonflage. On a ici 140 kg de plus avec 150 mm de mercure de moins. Bon, ici, pas de surprise. Si c'était linéaire avec la surface en baissant la pression, ce sera aussi linéaire avec la surface en gardant le même régime de pression pour tout le monde. Ce qu'on remarque simplement, c'est que les forces totales appliquées sont toujours excessives et un peu difficiles à commenter. On comprend que les patients les plus larges, pas forcément les plus résistants, seront susceptibles d'avoir plus de problèmes. Sinon, rien de spécial à rajouter, si ce n'est que la pression uniforme à l'intérieur des tissus, on a déjà expliqué que ce n'était pas vraiment un avantage. Alors, le seul cas où on pourrait concéder que la pression va avoir un impact, c'est si on gardait le même patient, donc les mêmes dimensions. Effectivement, on va avoir des écarts entre eux. Bon, on part toujours sur une base de 260 kg. C'est toujours un multiple du poids du patient. C'est pas conseillable, en tout cas une fois qu'on le sait. Si on augmente la pression, on va effectivement augmenter la force. En tout cas, la pression sera toujours uniforme au centre. Si on compare avec un hémaclire qui va exsanguiner la jambe totalement, donc c'est sûr que cet avantage peut relativement optimiser les résultats. En tout cas, la force totale appliquée sera 5 à 7 fois moins importante qu'avec un garrot pneumatique. Et surtout, l'intérêt ici de la précision du millimètre de mercure, mais au centre du membre, on va être juste au-dessus de la pression artérielle du patient. Alors il peut y avoir des degrés entre les deux stades, mais les deux stades sont les suivants. Soit on a conservé l'élasticité des tissus et on va avoir une déformation provisoire, soit on aura atteint un niveau de plasticité et donc on va avoir une altération et une compression, une diminution du volume plus durable. Alors ça dépend seulement de l'énergie qui reste dans les tissus ou que l'organisme est capable de renouveler en fonction du besoin. Voilà, ça dépend de ces deux choses-là et ça va dépendre aussi du temps d'exposition et de la force appliquée et des habitudes du patient parce que la quantité d'énergie qu'on a dans les cellules pour les besoins immédiats dépendent des habitudes du patient. En faisant le lien avec la littérature en médecine d'urgence, je vous dirai pourquoi après, on se rend compte que les complications locales et les complications systémiques qu'on décrit très bien dans la littérature sur les garrots pneumatiques, hein, et bien en fait, cette liste décrit finalement très bien les étapes d'une seule condition clinique qu'on appelle en médecine d'urgence un crush syndrome. On va dire que le garrot hémaclire, au départ, c'est un dispositif médical d'urgence qui sert au sauvetage en médecine d'urgence, sans rentrer dans tous les détails maintenant. Et c'est cette proximité avec cette science qui nous a permis de voir les liens qu'il y avait entre les complications qu'on a vues juste avant et finalement leur description comme des étapes dans un état clinique qui s'appelle le crush syndrome, hein, donc un écrasement traumatique. Pardon. Et donc cet écrasement traumatique est défini exactement de la même manière qu'on explique qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on met un garrot pneumatique sur un patient pendant une certaine durée. Donc c'est pour ça qu'on parle de crush syndrome assisté médicalement. Qu'on puisse en voir un après des durées de plus de 4 heures, ça semble logique, il y a l'ischémie qui rentre en compte au bout d'un moment, mais pour des durées inférieures à 45 à 120 minutes, ça pose question. Une question qui revient souvent dans la littérature, quid de la compression ou de l'ischémie? Nous, on parlera plus de quid de la compression ischémique et de l'ischémie-reperfusion. On considère que la compression et l'ischémie sont indissociables. La compression externe, a priori, est une phase unique avec un début et une fin. On dit a priori, parce qu'on verra que d'autres effets compressifs dans la phase d'ischémie-reperfusion si la compression durait trop. La compression d'ischémie-reperfusion est bien la phase la plus délétère. Mais, comme on vient de le dire, l'ischémie et la compression sont indissociables. Donc l'ischémie aggrave les effets de la compression, mais vu leur délai respectif d'impact, en même temps que la compression altère
ou consomme l'énergie disponible qui sert à résister à l'ischémie, la résistance naturelle, diminue. La compression ou la vasoconstriction avec l'ischémie sont indissociables et s'auto-alimentent et changent leur position de trigger avec la durée, la compression ischémique du garrot, et puis après l'ischémie compressive si on va jusqu'à l'œdème ischémique. Donc le premier trigger, c'est la compression, c'est la vasoconstriction qui fait l'ischémie. Allez, on revoit ces cuisses de plus en plus larges et on va comparer notre garrot hémaclear super étroit avec l'idéal en poussant l'argumentation de James McEwen jusqu'au bout, en étant capable d'appliquer des pressions très très basses qui pourraient même justifier une classe 1 pour un tel dispositif si jamais c'était possible de le faire pour tout le monde, quand bien même si on devait comparer avec les forces totales finalement, on se poserait toujours la question. Parce que 168 kg pour une personne qui pèserait peut-être dans les 50-60 kg, c'est toujours discutable. 250, 442, 651, ça reste spectaculaire. Si on compare maintenant avec nos fameux garrots hémaclear, très étroits, eh bien, pour le premier patient, on va avoir 38 kg. On imagine que si cette personne avait un conjoint, une conjointe, statistiquement probablement du même ordre de grandeur, et donc on pourrait supporter son conjoint, sa conjointe pendant quelques dizaines de minutes au cinéma au plein air, chacun dans sa mesure. Alors, pas seulement parce que c'est utile en chirurgie des extrémités ou prothétique des articulations, mais si on voit qu'un garrot nous empêche la mobilité passive ou active du membre, bon, ça peut être déjà un signal qu'on est sur une compression trop importante. En tout cas, les limites utiles qu'on peut proposer et qui sont vraiment conformes à une séance complète, c'est la force totale appliquée intrinsèquement à la surface de compression, la pression sur la peau, puis la pression au centre du membre, et puis évidemment la durée d'exposition. Quatrième partie, hémaclear, le premier garrot mécanique, chirurgical, dans tous les sens du terme, et hémodynamique. Il a trois fonctions. Donc il fait jersey stérile, il exsanguine à plus de 95%, les moins de 5%, on n'a jamais pu les mesurer en fait. Donc on marque supérieur à 95%, et ce qui n'a pas été mesuré en fait a été consommé par les tissus. Donc il y a usage unique, le champ va être super sec, une visibilité optimum, se positionne en quelques secondes, comme vous le verrez sur les vidéos. Vous voyez qu'on gagne énormément de place, on gagne aussi du temps, et on gagne aussi on fait des économies. Libre délibéré. Alors pour le temps et les économies, c'est avant, pendant et après. Et c'est à apprécier chacun selon sa spécialité. Libre délibéré, et puis on peut faire, comme on l'a dit, de wide awake, et donc des procédures en cabinet avec hémaclear. Il faut comprendre que c'est un garrot dont l'élasticité est précalibrée. Donc la déformation, sa résistance à la traction, à la déformation, elle est décidée à l'avance. Et c'est pour ça qu'il y a des modèles adaptés à chaque membre, adaptés à chaque tension artérielle, etc. Donc là, on ne va pas avoir de soucis de gestion, mais surtout, il y a une limite préalable qui est bien inférieure à la limite de gonflage que peut atteindre le garrot pneumatique, qui est au-delà de 600 mm de mercure. En plus de ça, si la force est bien linéaire, au fur et à mesure qu'on augmente la circonférence, la pression, elle, parce qu'il s'agit d'une force élastique qui a une limite, eh bien la pression, elle, va plafonner, contrairement au garrot pneumatique jusqu'à 600 mm de mercure. Un autre avantage, c'est puisque ça fait beaucoup moins mal et qu'on comprime beaucoup moins, donc forcément on peut le supporter plus longtemps, en l'occurrence 120 minutes sans problème, éventuellement renouvelable avec une pause au besoin. Une IRM comparative de Kovar qui présente deux bras. Un bras sous pneumatique, on le voit, c'est A qui devient B, et voilà, un bras qui sous hémaclear, c'est C qui devient D. Donc là, la différence, la souffrance des tissus, elle est vraiment très clairement différente, et la déformation, elle est absolument pas comparable, si on considère en plus le volume. L'élasticité des tissus, elle est physiquement, elle est métaboliquement préservée lorsqu'il y a un faible niveau compressif, et qu'une déformation qui soit peu étendue. Trois choses à dire sur cette photo. Si on a un patient ou une patiente qui a une peau fragile, il ne faut pas hésiter à ajouter un jersey. Bon,
Là, elle n'avait pas, et manifestement, la patiente n'a pas une peau fragile. Voilà les marques qu'on a après 61 minutes. C'est pas effrayant. Et elles disparaissent au bout de 37 minutes. Donc ça, c'est deux premières choses qu'on avait à dire sur cette diapositive. La troisième chose, c'est que, bon, culpabilisons pas parce qu'on n'a pas été aussi haut que possible. On aurait dû aller plus haut, on n'a pas profité des avantages de la place. Et aussi, on aurait pu réduire encore plus la douleur en mettant le garrot proximal, donc vraiment à la base du muscle. Donc, il ne faut pas culpabiliser parce que ça ne fait pas de complications. C'est vrai que ça se prépare. C'est au moment où on prépare le patient, où on va faire les champs. Il faut considérer, prévoir on voudrait tirer le garrot le plus haut possible. Donc il faut mettre les champs et le plus haut possible. Là, vous pouvez regarder l'indication et le membre qui vous concerne. À moins que vous soyez généraliste, vous serez concerné par 2 voire 3 modèles maximum, donc, parmi lesquels vous allez naviguer dans votre quotidien. On répétera que le fait qu'il soit étroit permet un emplacement à la base du muscle, donc plus de place, mais surtout une zone peu sensible, donc peu de surface de fascia, donc encore moins de douleur. La mobilité active ou passive, quel que soit le modèle. Donc, ce tableau pour 2 choses. Comment choisir le modèle? Bon, une fois qu'on connaît les 2-3 modèles qui concernent notre patientèle, on va avoir quand même à vérifier si c'est bien le bon modèle. Pour ça, il y a 2 coordonnées, la pression artérielle du patient et la circonférence du membre. Ensuite, pour la compression appliquée, les valeurs qui sont utiles, on s'aperçoit déjà que les forces sont loin d'être effrayantes, et puis que les pressions d'occlusion sur le membre aussi sont loin d'être effrayantes. Les pressions d'occlusion sur l'artère, c'est vraiment juste au-dessus de la tension artérielle, hein, pas plus, pas besoin de plus. Ce qu'on peut noter aussi, et ça figure de tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent dans cette présentation, c'est le modèle pied et cheville qui fait un véritable pied de nez aux anciennes croyances, puisqu'ici on voit bien sa pression d'occlusion sur le membre, qui est à 50% de ce qu'on peut utiliser avec un garrot pneumatique donc plus large. Donnez-moi des ciseaux, s'il vous plaît. Bien. C'est bon. On y va, on file. On va aller au bas, s'il vous plaît. Numéro 2. Donnez-moi le bistouri, s'il vous plaît. D'hémorragie, ça a été très bien contrôlé pendant l'intervention. Tout est bien. Bonjour, c'est avec plaisir que je voudrais partager mon expérience avec vous concernant le système d'exsanguination HémaClear que Sidney Azoulay m'a présenté il y a maintenant une dizaine d'années et que j'utilise dans ma pratique quotidienne. C'est un système qui permet tout d'abord d'avoir un champ opératoire exsangue. C'est très important pour le chirurgien de bien pouvoir identifier les différentes structures anatomiques et extrêmement agréable de pouvoir travailler avec des instruments non souillés. Accessoirement, ça permet parfois même... Ensuite, c'est un système à usage unique et stérile.
Et ceci est intéressant parce que cela représente un gain de temps appréciable pour les équipes qui installent le patient d'une part, et pour le chirurgien, il est bien sûr qu'il n'y a pas eu de problème de décontamination du garrot entre deux interventions. Enfin, ce système HemaClear a mis un terme au lâchage de garrot. En 10 ans, je n'ai jamais rencontré de problème de lâchage de garrot. Ça aussi, c'est essentiel. Alors, le faible encombrement de l'HemaClear permet de placer le système très proche de la racine du membre inférieur. Et ceci permet de gagner quelques centimètres parfois précieux lors d'un abord chirurgical un petit peu plus extensif. Alors, on revient à notre sujet, d'expliquer l'intérêt de limiter la force, qui est non conservative, et ça veut dire aussi, en définition, en physique, une force non conservative, elle est énergivore. Alors, on le voit bien hein, au niveau des tissus, on va le voir, c'est ce qui accélère en fait les effets de l'ischémie, c'est justement que cette force est énergivore. Et énergivore parce qu'elle se convertit en force de frottement, en force d'étirement, en force de torsion, en force de frottement. Et c'est le prix à payer dans cette distribution inhomogène des pressions en surface pour qu'elles deviennent homogènes à l'intérieur. On le voit ici à la forme des muscles et on va en toucher deux mots tout à l'heure. Ce qu'on va ajouter aussi, c'est qu'on voit souvent ce type de blessures qu'on associe souvent aux produits désinfectants qui sont en fait des facteurs aggravants du principe mécanique que l'on vient d'expliquer. Ces IRM du professeur Esteb, qu'on remercie encore, des IRM d'une exposition de moins de 15 minutes, sont instructifs à plus d'un titre. Bon, d'abord, ils confirment tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. On revoit le champ uniforme de pression et l'effet de bord pour la lésion nerveuse. Mais on va parler maintenant de quelque chose qui est beaucoup moins rare et qui touche à la résistance justement à l'ischémie. Ce qu'on remarque tout de suite sur ces IRM, c'est la compression uniforme des deux muscles antagonistes et de l'étirement nerveux. Donc les deux font la paire, un couple, pour faire la fonction neuromusculaire, et on va voir comment
la compression va atteindre d'une part l'antagonisme des muscles et d'autre part la conduction nerveuse. Les deux sont utiles et nécessaires à la résistance à l'épreuve du garrot. Alors pour rappeler le contexte dans lequel on est, sous le manchon et en aval, on est en métabolisme énergétique anaérobie, et sous le manchon, en plus de ça, on a parlé tout à l'heure de la consommation de l'énergie due à la conversion de la force utilisée pour occlure. Et on va consommer quoi? On va consommer les réserves qui sont propres à chaque patient, à ses efforts, à ses habitudes. Et également, les neurotransmetteurs dépendent aussi de ses habitudes. Et l'ATP va se fixer au niveau de la jonction neuromusculaire. Donc, on comprend que ce mécanisme autonome de métabolisme va être paralysé par une compression trop importante. Important, mais synchrone aussi surtout, parce que ce qui explique l'apparition de complications dans des délais relativement courts, comme des rhabdomyolyses qu'on ne s'attend pas à avoir en dessous de 4 heures, eh bien c'est le fait qu'on va atteindre le couple en même temps. Parce que l'inhibition dépend de la conduction nerveuse, qui à son tour dépend de l'inhibition musculaire. Si on empêche l'une ou l'autre, c'est vrai qu'on empêche toute la fonction neuromusculaire, mais ça prend, et le seuil de résistance à l'ischémie peut être réduit, mais ça prendra du temps. Par contre, si on paralyse le muscle qui participe à ce mécanisme et qu'on asphyxie le nerf, eh bien c'est comme ça qu'on aura des délais relativement courts pour atteindre potentiellement ces complications, et les habitudes de patients dont dépendent les réserves et les neurotransmetteurs vont faire qu'on aura des délais aussi différents entre les patients. Si on voit que le mouvement n'est pas préservé, clairement c'est qu'on a consommé le stock disponible ou qu'on a empêché les échanges métaboliques. Alors pour le muscle, ce sera le syndrome d'éloge, et pour le nerf, ce sera l'atteinte de la gaine de myéline. C'est la recette pour faire un syndrome d'éloge, mais la recette complète et en même temps. Ça veut dire qu'un syndrome d'éloge peut s'auto-alimenter pour évoluer en rhabdomyolyse. La recette classique, c'est ou réduire le volume du compartiment ou augmenter la taille du contenu. Bon, là, classiquement, on fait les deux. Les deux parce que d'abord, on ne sait pas reconnaître, comme on l'a dit, lequel des deux est contracté ou décontracté. Et puis ensuite, pour reprendre sa forme qu'on voit à droite, là, bon, c'est l'autre jambe, mais on imagine la forme qu'il aurait. S'il reprenait sa forme, il faut une décharge nerveuse. Et le nerf est tellement étiré que la conduction nerveuse est altérée. Donc le nerf n'y peut plus rien. Encore une fois, professeur Resteb nous a bien expliqué cela par l'étirement de la fibre nerveuse. Attention, on ne parle pas de lésion au bord, qui est un phénomène plus rare. Là, on parle simplement de la compression qui étire le nerf et la fibre nerveuse, donc qui empêche la fonction nerveuse, l'inhibition musculaire, et ça s'auto-alimente. Et ce phénomène a largement été expliqué dans la littérature. Ici, on a un exemple qu'on peut facilement corréler à la distribution de la pression maintenant à l'intérieur du membre. On a un garrot de 14 gonflé plus bas qu'un garrot de 7, et on va voir que la conduction nerveuse est significativement altérée, et on est sur des pressions d'occlusion qui sont faibles, et puis sur une durée d'exposition qui est également assez courte. Donc l'auteur parle des changements électrophysiologiques, et il rappelle que la pression d'occlusion doit être surveillée. Nous, on rajoutera la pression sur le nerf et la force, pour plus s'étonner, comme l'auteur du papier, vu les pressions respectives et leur dégradation selon justement la largeur du garrot. Alors c'est parfaitement en raccord avec ce qu'on vient d'expliquer, ici décrit par le professeur Fletcher de Raymond Poincaré. L'utilisation du garrot pneumatique, effectivement, est bien un facteur prédictif de douleur neuropathique quand on voit les statistiques qui sont présentées ici sur 500 patients. Donc il y avait la morphine et le garrot pneumatique. Ce qui est intéressant aussi sur l'article qu'on a entouré en dessous, en bleu et rouge, c'est l'association qu'il y a entre le compartiment de syndrome et la neuropathie, donc vraiment en raccord avec ce qu'on vient de démontrer.
va faire une petite parenthèse sur le Wallant, une nouvelle technique. Pourquoi? Parce que l'on a posé une question qui revenait dans la littérature et qui va être réactualisée à propos de cette technique à comparer avec les McLear. Mais ce qu'on va dire d'abord, c'est qu'on appelle cette technique Wallant. No tourniquet, c'est problématique parce que c'est comme parler d'une imprimante laser sans encre, ça reste une imprimante. Donc on est sur une technique de garrot chirurgical qui est versus un tensiomètre, pas un garrot. Donc si on veut garder NT, pour pas être discriminant vis-à-vis du vrai garrot, d'un vrai garrot, de tout garrot conforme, dans la littérature, puisqu'on partage la science dans la littérature pour être comprise, il faut parler d'un tensiomètre, donc c'est no tensiomètre. Mais si on veut être plus exact, il s'agit d'un chemical tourniquet qui a toutes les caractéristiques pour ça. C'est comme ça que la littérature en parle d'ailleurs. C'est un garrot chirurgical par injection qui fait l'interruption très très localisée de la circulation avec une ischémie par vasoconstriction. Il y a une levée de garrot chimique par injection et qui est effective à 85 minutes. S'il a l'air assez clair que pour les chirurgies sous ultrasons, McLear est hors concours, a priori, on n'a pas investigué là-dessus. En tout cas, les différences que l'on peut noter, a priori, c'est que la vasoconstriction extérieure très ciblée, l'autre très très localisée. On a une ischémie à partir du site d'occlusion sur toute l'extrémité, ici seulement sur une partie de l'extrémité. La levée de garrot est immédiate chez McLear, la levée de garrot est à plus de 85 minutes, on peut dire qu'il y a 80 minutes d'écart sur une fin d'ischémie réelle, le temps que ça recircule chez McLear, on peut considérer une, 2, 3, on va dire 5 minutes. Donc il y a une différence de 80 minutes. Ce serait très intéressant d'évaluer les deux techniques. Parce qu'en dehors des chirurgies sous ultrasons, comme on l'a dit, on a les mêmes avantages. On voit la mobilité ici du membre, des doigts, qui est à 100%. C'est le principal intérêt, un des principaux intérêts de cette technique. Donc avec les McLear, pareil, la même chose. Aussi, on le voit au niveau des avantages présentés préopératoires, péropératoires, post-opératoires, exactement la même chose. Donc nous, on serait très favorable de voir une évaluation entre les deux techniques